Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Les remèdes africains sont-ils à laisser ou à prendre dans le traitement du coronavirus? C'est le thème du jour avec deux spécialistes, Dr Hassima Essodom Kalao. Il est médecin de santé publique, directeur préfectoral de la santé, préfecture du Golfe, et Dr Rachida Tchaoubou, il est médecin de santé publique aussi, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Pour cette seconde partie, comme je le soulignais, les téléspectateurs peuvent participer en direct à cette émission en nous posant des questions en direct à travers nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et notre compte Twitter. Avant donc de commencer par répondre aux questions des téléspectateurs, nous avons eu un à la pause qui voudrait savoir si le protocole de l'OMS s'applique aussi en période de pandémie. Parce que en période de pandémie, il faut répondre à l'urgence. Est-ce qu'il faut encore tenir compte de vos protocoles? Docteur Kalao. Le protocole de l'OMS, vous voulez parler des lignes directrices? Oui, toutes les précautions qu'il faut... Elles doivent s'appliquer en période de pandémie parce que c'est l'humain qui est au centre. C'est l'humain. Donc, ce qu'on peut demander en période de pandémie, en période d'urgence, peut-être, c'est d'écourter les périodes d'essai. Les périodes d'essai précliniques et cliniques peuvent aller avec une certaine célérité. Mais fondamentalement, comme c'est l'humain au centre de la prise en charge, il est très important, selon moi, de veiller à cela. Alors, nous allons commencer par prendre les questions des téléspectateurs. La première nous vient d'Ahépé, de Madame Apollinaire Ameyapo. Elle voudrait savoir si le virus sur une surface peut rester en vie pendant combien de minutes, et si quelqu'un touche cette surface, est-ce que la personne peut être contaminée? C'est la question qui est posée. Docteur Tchaoubou. Exactement. Le virus sur la surface peut vivre pendant quelques heures. Donc, une surface qui est contaminée, lorsque vous touchez cette surface, vous pouvez vous contaminer. Je crois, par rapport aux surfaces, je pense que le virus peut vivre entre 2 et 4 heures. 2-4 heures sur les surfaces, mais il paraît que sur différentes surfaces, le verre, le fer, etc., il a une durée de vie variable, le virus. Justement, il a une durée de vie variable. Et ce virus, c'est un inconnu. Les gens on est en train de faire la recherche. On n'est pas encore au bout. Donc, il y a certains chercheurs qui décrivent, qui peuvent même faire sur certaines surfaces 2-3 jours, voire même 4 jours. C'est même décrit 12 jours sur certaines surfaces. Et notamment sur les habits également, où ce virus peut faire 12 jours. Mais je pense que c'est des supputations. Les gens sont en train de veiller vraiment à cela par rapport aux recherches. Je pense que d'ici peu, on sera vraiment bien fixé sur ce virus, tous les contours de ce virus. Alors, prenons une autre question. La question du 93 58 13 63. 93 58 13 63. Alors, c'est monsieur Metsoko. Il nous rappelle que dans le temps, on se traitait avec la chloroquine sans problème, mais aujourd'hui, on traite les gens avec, dans le cadre du coronavirus, la chloroquine. Or, dans la médecine traditionnelle, ce sont les racines de Nimon qui était le patron de la chloroquine. Je me rappelle dans le temps, si vous avez le paludisme, on vous guérit avec cette plante. Donc, oubliez le problème de l'OMS et prenez soin de nos herbes. Actuellement, ce n'est pas... Comme on l'a dit, c'est les preuves scientifiques que nous voulons avant vraiment d'administrer ça à l'être humain. Mais avant ça, je voudrais revenir aussi par rapport à la surface. Oui. C'est vrai que le virus peut vivre sur des surfaces. C'est pour cela qu'il est recommandé de désinfecter de temps en temps ces surfaces. Actuellement, vous voyez par rapport à nos portes, il y a des portes où aujourd'hui, tel vient, il tient le poignet, il rentre, l'autre vient aussi prendre. Donc, toutes ces surfaces-là, il faut les désinfecter périodiquement. Maintenant, les plantes, on est dit, aujourd'hui, la médecine traditionnelle, elle est vieille. Elle est vieille comme la médecine moderne, plus vieille que la médecine moderne même. Est-ce que vous voyez? Dans d'autres pays où
elle est modernisée. Si je prends la Chine, par exemple, la Chine, depuis des temps, avait vraiment modernisé sa médecine traditionnelle. Où comment se fait-il les que c'est la Chine qui modernise la médecine traditionnelle, alors que ce sont les Africains qui se sont toujours traités avec les herbes, hein? Non, quand vous prenez la plupart de nos médicaments, ça vient des herbes. Hein? La plupart des médicaments, ça vient des plantes, ça vient des herbes. Donc, c'est vous dire que la plante constitue vraiment l'élément premier, la matière première du médicament. Ce que nous disons, c'est que par rapport à nos médicaments traditionnels, c'est un peu difficile. C'est-à-dire que la recette, l'utilisation, c'est parce qu'il y a une forme de paresse autour, parce que les scientifiques ne travaillent pas assez sur ces plantes. Assez sur ces plantes-là, c'est qu'il faut vraiment rénover cette médecine traditionnelle. Je crois que l'infection à coronavirus nous a relancés. C'est-à-dire que vous allez voir que même quand l'épidémie là sera maîtrisée, les gens vont penser autrement. Les gens vont penser. On va vraiment renforcer tout le système de santé, renforcer même cette médecine traditionnelle qui, depuis longtemps, est restée vraiment, entre guillemets, traditionnelle. Docteur Kalao, le téléspectateur nous dit qu'au Togo, nous connaissons des herbes plus efficaces que votre chloroquine. C'est ce qu'il écrit. Bon, ils n'ont qu'à apporter la preuve. Si on a les preuves, il n'y a pas de problème. Sinon, nous ne disons pas le contraire. Hein. Dans l'enfance, même jusqu'à présent, des fois quand on est malade, on se donne aux tisanes. Moi, ma femme à la maison, quand je suis souffrant, des fois elle m'apporte des tisanes. Il est bien vrai que des fois, je fais le grand médecin. Après, je prends et elle me dit, c'est l'herbe là qui a travaillé. Donc, nous sommes vraiment conscients de cela et on espère que les chercheurs, les experts africains vont également au-delà. On travaille là-dessus. Alors, répondons au 90 61 27 09, 90 61 27 09. Alors, il nous parle des remèdes africains. À quel niveau se trouve le Togo dans les recherches? C'est Mekonao qui nous pose la question. On en a parlé un peu dans la première partie. Je crois que Dr Kalao l'a évoqué. Dans le cadre de la riposte contre cette épidémie, le chef de l'État personnellement a mis en place plusieurs cellules de gestion de l'épidémie. Et on a mis en place aussi un comité scientifique qui vraiment s'est lancé dans la recherche liée à cette maladie-là. Donc, est-ce qu'ils ont déjà trouvé des pistes Bon, pour le moment, je n'ai pas encore accès à ce qu'ils ont déjà, le travail qu'ils ont déjà fait. Ils sont dans leur laboratoire, comme on dit souvent. 90 30 54 64 90 30 54 64. Alors, merci pour les réponses. Une question, ceux qui sont guéris sont-ils immunisés contre le Covid-19? Sinon, comment faites-vous si jamais ces patients reviennent avec le même mal? Docteur Kalao. Ceux qui sont guéris, est-ce qu'ils sont immunisés contre Covid-19? D'entrée de jeu, je dirais non. Mais les études sont toujours en cours. Je l'ai dit, ce virus, on n'a pas encore fini de le connaître. Mais globalement, par rapport aux maladies virales, la plupart des maladies virales sont immunisantes. C'est-à-dire quand tu fais la maladie au reproduit, donc tu as produit d'anticorps et à la prochaine agression, à la prochaine infection, ces anticorps pourront faire face à cette agression. Mais pour le Covid, il y en a qui sont pour, il y en a qui disent non. Donc on se dit, la totalité, toute la vérité n'est pas encore là. Donc les recherches continuent. Donc ce que nous proposons aux malades qui sortent, qui sont guéris, c'est de toujours continuer par se protéger les autres, utiliser les mesures barrières, port de bavette, distanciation sociale, lavage systématique des mains. Oui, comme il a dit, il y a certaines maladies qui sont immunisantes. Quand vous faites la maladie, vous faites ça une fois pour de bon. Je donne, par exemple, quand je prends la rougeole, par exemple, lorsque vous faites la rougeole, ça veut dire que vous faites ça une fois dans la vie et puis c'est fini. Mais ce n'est pas le cas par rapport au Covid-19. Elle n'est pas une maladie immunisante. Donc, celui qui a fait l'infection peut refaire l'infection.
peut refaire C'est l'infection. possible, mais on ne sait sur quelle période. Hein. Oui, on le sait. Mais peut refaire l'infection. Même actuellement, je crois que l'alerte est donnée par l'OMS pour dire attention, parce que si vous avez été guéri de la maladie, ça ne veut pas dire que vous êtes protégé par la maladie. Il faut continuer. La base, c'est que vous avez été en contact avec le virus. Maintenant, vous avez appris la leçon pour que vous utilisez les gestes barrières, parce que ça, vous avez été beaucoup sensibilisé pour que vous ne retombiez plus dans la même maladie. Donc, il faut continuer par se protéger. On va prendre une question de Cara, 90 16 60 73, 90 16 60 73. Alors la question nous dit que la chloroquine avait été abandonnée à cause de certains de ses effets secondaires. Est-ce que ces effets ont disparu aujourd'hui? La chloroquine n'a pas été abandonnée à cause de ses effets secondaires. La chloroquine a été abandonnée parce qu'à un certain moment, il n'était plus efficace sur le paludisme. On utilisait le paludisme pour la prise en charge du paludisme simple. Donc, je pense que c'est en 2007-2008 qu'on est revenu sur la commission thérapeutique à base d'artémisinine et on a laissé la chloroquine. Mais parallèlement, la chloroquine était toujours utilisée en médecine pour traiter certaines maladies, notamment certains lupus. C'est pourquoi la production de la chloroquine a toujours continué. On parle de problèmes cardiaques, d'autres symptômes, comme effet secondaire dans la prise de la chloroquine. La chloroquine était abandonnée parce qu'il y avait une résistance à la chloroquine. C'est la raison principale. Et c'était la raison principale. Il y avait la résistance. Les effets secondaires par rapport à la chloroquine, je crois que la chloroquine qui est utilisée actuellement, ce n'est pas c'est du hydroxychloroquine. Ça veut dire qu'on a ajouté quelque chose. Et si on ajoute quelque chose à la chloroquine initiale, notamment c'est pour que ces effets-là soient un peu plus... Maintenant, souvent les effets secondaires aussi, c'est lié aussi au dosage. Au dosage. Plus vous dépassez la dose prescrite, plus vous avez des effets vraiment donc c'est un médicament à prendre sous contrôle strict des médecins. Exactement. Répondons au 90 13 31 82. 90 13 31 82. Alors, qu'est-ce qu'une recherche scientifique? Pourquoi ne pas encourager les recherches africaines? Le Madagascar, la RDC par exemple, pour moi, l'OMS est une insulte pour nos recherches. L'OMS s'est fait une mauvaise publicité dans cette histoire. Une recherche scientifique, c'est une recherche qui est basée sur des évidences. Donc, qui est reproductible. Si on fait cette recherche à Lomé, on peut reproduire cette recherche peut-être à Brazzaville qui va donner les mêmes résultats. Donc, dans le cas spécifique des médicaments, c'est d'arriver à prouver que cette recherche arrive à prouver par rapport sur un échantillon bien adapté, un échantillon recevable, que une molécule X est efficace ou bien peut répondre sur une maladie Y. Donc c'est dans ce cas précis, pour être terre à terre, c'est ce que nous pouvons dire recherche. Donc d'arriver à nous prouver que les velléités que les Africains ont par rapport à leur recherche des molécules qui sont développées, d'arriver à prouver à travers les recherches des évidences, que des évidences vraiment éditées qui sont claires, que ces molécules peuvent être efficaces sur le Covid-19. Je pense que le Covid-19 nous a réveillé beaucoup. Ça nous a réveillé beaucoup. Et je crois que nos États doivent repenser autrement après cette épidémie-là. Parce que nos médicaments, ce qui souvent me crée des problèmes, le médicament de la médecine moderne, quand vous voyez un médicament, il traite une maladie. Mais nos médicaments, c'est que tu vas voir un seul médicament traite 20 maladies. C'est là-bas que c'est un peu compliqué.
C'est là-bas compliqué ou intéressant? Compliqué. C'est On ne met pas c'est compliqué. les dosages. C'est compliqué. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas les dosages. Puisque le médicament, il y a des médicaments qui doivent peut-être aller dans le sang, aller sur tel organe malade et agir selon le fait escompté. Mais ici, un médicament qui traite tout, qui va agir sur tous les appareils. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, vraiment, si on arrivait à vraiment cibler pour dire tel médicament, ça traite telle chose, ça a tel dosage, ça a telle durée de traitement, là, ça serait vraiment bien. Et ça, c'est les évidences scientifiques qui peuvent nous dire, qui peuvent nous donner ces informations. Bon, on va répondre à Joseph Sassou Yazid du Niger. Ça fait donc 227 96 44 22 93, 227 96 44 22 93. Alors, il voudrait vous demander ce qu'on reproche au Covid organisme de Madagascar. En quoi il constitue un danger, ce remède. Alors, pour lui, tout simplement, c'est parce que l'Occident n'est pas à l'origine de cette découverte. C'est pour ça que le médicament présidentiel malgache pose problème. C'est son avis sur le sujet. En dehors de votre blues, est-ce que vous ne pensez pas la même chose de temps en temps? Mais le médicament malgache, on connaît, comme on l'a dit, c'est l'artémisien. Même la chloroquine, tout ça qu'on utilise, c'est que les gens, au départ, ont pensé que tous ces médicaments-là, dès qu'on dit tel médicament traite, il faut le prendre en guise de prévention. Oui. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Actuellement, c'est des médicaments, on cherche pour le traitement. Pour la prévention, c'est que si aujourd'hui, on avait déjà élaboré le vaccin qui va vraiment protéger tout le monde, sur le plan international, on pouvait le faire. Est-ce que vous voyez? Mais le médicament, il paraît qu'il est à la fois préventif et curatif. Exactement. Les Malgaches sont les premiers à cultiver la thémisinine. En Afrique, ils sont les grands exportateurs de la thémisia en Afrique. Et maintenant, personne n'est contre. Plutôt, ça revalorise l'Afrique. Ça fait la valeur de l'Afrique. Mais c'est que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et puis, il faut le prouver par rapport aux évidences scientifiques. Et là, je crois que tout le monde peut l'adopter, même sur le plan international. D'accord. 97 13 14 32. 97 13 14 32. Alors, s'il vous plaît, si quelqu'un a la maladie, c'est-à-dire le coronavirus, et vend de la nourriture comme le riz, le foufou, la bouillie, est-ce qu'il peut contaminer les autres? Oui, je dirais oui. Parce que, supposons que tu vends au bord de la route, tu n'as pas de bavette et tu es infecté. Il peut arriver que tu éternues. Ça peut, ou bien tu tousses, ça peut aller sur les ustensiles que tu sers pour vendre la nourriture à tes clients. Et je pense que par là, on peut facilement avoir le virus. On l'a dit, la transmission, c'est à travers la bouche, les narines et puis les yeux. Donc, dès lors que tu vas ingérer le virus, donc peut-être dans ton assiette, en mangeant, tu peux... Ou avec les cuillères, qui sont communes à ces occasions-là. Voilà, c'est pourquoi le gouvernement a recommandé sur la base du rapport des experts qu'au marché, tout le monde doit porter des bavettes. Et même ceux qui sortent avant de sortir, normalement, il faut porter des bavettes. Il est bien vrai qu'on n'a pas encore rendu cela obligatoire à la population générale. Et nous saluons en tout temps c'est la décision de faire porter obligatoirement tous les agents de santé des bavettes. Donc, oui, un téléspectateur nous a posé une question, peut-être le temps de
de rebondir là-dessus en même temps. Il demande pourquoi ne pas rendre le port de masque obligatoire, comme dans beaucoup de pays en Afrique. Exactement. Il y a le port de masque, les gens... il y a eu des preuves qui ont prouvé que les pays qui ont adopté le port de masque systématiquement ont réduit énormément les risques de contamination. Donc, actuellement chez nous, le masque est obligatoire sur tout personnel soignant. Le masque, on a demandé à ce que, par exemple, les femmes au marché puissent vraiment l'utiliser, puisque c'est le lieu où il y a beaucoup de contacts. Est-ce que vous voyez? Donc, le rendre obligatoire, à mon avis, vraiment, ça peut vraiment aider aujourd'hui. Je pense la même chose. Je pense que le gouvernement doit réfléchir là-dessus pour voir si on peut rendre vraiment le port de masque obligatoire à toute la population. Mais je pense qu'il y a aussi des contingences. Vous savez, aujourd'hui, le marché, ce marché est vraiment... Il y a beaucoup de rupture de masques sur le marché international, parce que tous les pays... Au niveau local, il y a beaucoup de fabrication. Bon, c'est vrai, il y a des fabrications au niveau local avec... disons qu'il y a des fabrications locales, mais je pense que le gouvernement doit, avant que le gouvernement ne prenne cette mesure, doit s'assurer vraiment qu'il y a un stock suffisant pour toute la population. Peut-être essayer de voir ce qui s'est fait dans d'autres pays, si on peut également subventionner l'achat de ces masques. Sinon, nous le souhaitons vivement. Ouais. 90 74 30 30 34 30 90 74 34 30. Alors, sa question est la suivante. Est-ce que les dispositions sont prises pour que les personnes guéries de Covid-19 ne soient pas stigmatisées et discriminées dans leur communauté? Exactement. Ça dit que les personnes qui guérissent ne sont pas... Parce que c'est la sensibilisation. Aujourd'hui, avec la sensibilisation, les gens ont commencé par comprendre. Celui qui est guéri, ça veut dire qu'on a fait les tests, ça veut dire qu'il n'a plus le virus dans son organisme. Mais c'est que il y a aussi le contraire. Le contraire, parce que lui aussi, il peut aller s'exposer. Donc, il faut prendre les deux situations, c'est-à-dire que par rapport à la population. Mais dans la population, les gens guérissent, ils retournent calmement dans leur famille, sans toutefois que... En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore appris que quelqu'un a fait l'objet de discrimination parce qu'il a guéri de la maladie, il est retourné dans sa famille, il a eu des problèmes, ou bien la famille l'a rejeté. Et comme on le dit par rapport à cette problématique de stigmatisation, peut-être aujourd'hui c'est X, demain ça peut être vous, on ne sait jamais. Donc je pense qu'au cours des sensibilisations dans l'information sanitaire et toutes les fois que nous avons l'occasion de passer sur des plateaux télé-radio, nous essayons quand même de communiquer pour faire dire aux gens que vraiment il ne sert à rien de stigmatiser ceux qui ont eu à faire la maladie. Vous pouvez continuer à participer à cette émission en nous écrivant à travers nos réseaux sociaux WhatsApp, nos comptes Twitter et Facebook. Nous allons répondre à Doumachi depuis Kégué. Alors, ne voyez-vous pas qu'après 60 ans d'indépendance, nous sommes toujours dans l'utopie et le mensonge de l'OMS? Pourquoi ne pas créer l'Organisation africaine de la santé pour briser ce cordon sanitaire avec l'OMS? Chers médecins, là, il s'adresse à vous. Soutenez vos collègues africains qui ont fait les recherches sur le Covid-19. Si c'était un blanc qui a créé la pivirine ou le Covid organise, toute l'Afrique serait contente, n'est-ce pas? C'est vrai, l'Afrique serait contente puisque ça veut dire que les Africains aussi vraiment travaillent, font la recherche. Non, il dit si c'était un blanc qui avait découvert ça, on serait en train d'applaudir déjà. Non, d'applaudir aujourd'hui, non, bon, il ne faut pas que on dise que si c'était un blanc, on serait en train d'applaudir. C'est vrai que au cours de cette pandémie-là, il y a plusieurs challenges. Il y a plusieurs challenges qui se posent au monde entier, qui se posent à chaque pays. Et ces challenges-là font que on est obligé de respecter les normes.
Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tous ces aspects-là qui font que les gens trouvent que ce que les Noirs sont en train de faire, on ne prend pas ça en considération, système blanc, on allait féliciter, tout ça. Mais je voudrais que vous me rappelez la première partie de sa question. La première partie... Peut-être on va passer la parole à Dr Kalao, le temps que je vous retrouve la question. Oui, bon, je pense que nous, plutôt, on est fiers que ce soit les Africains qui soient au devant, qui mettent en place des molécules pour pouvoir sauver l'humanité. On sera content si on disait que par exemple, c'est un Togolais qui a pu développer un médicament pour traiter le Covid-19, un Ivoirien, un Malgache par exemple. Mais ce que nous demandons pour que nous ne soyons pas critiqués, et également que vraiment nos malades puissent recouvrir la santé, il faut qu'il y ait des évidences. Il faut qu'on arrive à prouver à toute la communauté que voilà, ce médicament est vraiment efficace sur le Covid-19 et que toute la communauté scientifique soit d'accord, se mette d'accord pour dire que c'est réel. Donc il parlait des 60 ans d'indépendance, qu'il est temps que les Africains se consacrent à leur médecine et créer, par exemple, parallèlement l'Organisation africaine de la santé. Non, ça, l'Afrique s'organise aussi. Il y a des organismes par rapport à la santé qui sont mis en place par les chefs d'État. Je donne l'exemple de l'OAS. Il y a une organisation, OAS africaine de la santé. Donc, ce n'est pas que depuis là, il y a passé. Il y a l'OMS, il y a l'OMS Genève, qui est l'OMS mondial, mais chaque sous-région a une organisation. C'est ça. Il y a l'OMS Afrique, qu'on appelle l'OMS Afro. D'accord. On va répondre au 49 15 21 84 03 178. 49 15 21. 49 15 21. Alors, il demande, ou il estime que c'est bon pour les présidents africains de construire des hôpitaux de référence chez eux et de cesser de se traiter en Europe. Il pose une question délicate. Il voudrait qu'on réponde à ça. Bon, je pense que quand même dans notre pays, les efforts sont faits. On ne dit pas que tout est nickel, mais les efforts sont faits à travers ce qui est fait au CHLM commune. On se dit que quelque chose peut être fait à travers tout le du territoire. Au moins mettre un hôpital de pointe dans chaque région sanitaire. Donc au Togo a 6 régions sanitaires, qui est des hôpitaux de référence de pointe dans chaque région sanitaire. À l'image de ce que moi j'ai vu au CHLM commune matériel de pointe, c'est là où on sent qu'il y a une volonté politique, une volonté manifeste. Et je pense que les efforts vont continuer en ce sens. Docteur Tchaoubou. Non, au fait, c'est... Je vais toujours le répéter. Je dis que l'infection à Covid-19 va... Le monde, après cette épidémie-là, le monde ne sera plus... les gens vont réfléchir autrement, vont penser autrement, vont... comment l'appelle-t-on? Par rapport à la conception, tout ça, ça serait différent. Aujourd'hui, le Covid-19 a montré la faiblesse de nos systèmes de santé. Ben ça, on le savait déjà, beaucoup le disaient. La faiblesse de nos systèmes de santé qu'il faut vraiment renforcer. Et je crois que le renforcement, il y a les plans qui sont élaborés, qui prennent en compte ce renforcement du système de santé là. Si vous prenez le PND, je crois que le Programme national de développement du Togo, si vous regardez dedans, tout ça c'est planifié. Avant le PND, il y a eu plusieurs plans, le DSRP, SCAP, etc., qui avaient pris les mêmes dispositions. Exactement, mais le problème, c'est que souvent vous ne voyez pas. Si je vous dis que, par exemple, au Togo, chaque année, il y a au moins une centaine de structures sanitaires qui s'ajoutent parce que c'est des structures périphériques. Oui, mais structures de quel standing? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la santé, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne qu'il faut respecter. Renforcer le périphérique, renforcer l'intermédiaire et renforcer le central.
Et je crois que nos dirigeants, nos politiques ont conscience de ces aspects de la chose et ils sont en train de travailler là-dessus pour qu'on y arrive un jour vraiment à ce stade-là. D'accord. En attendant le Saint-Pélégrin, continuons donc par répondre aux questions des téléspectateurs. Le 91 07 50 70, 91 07 50 70, ils sont très nombreux à revenir sur la question malgache. Ça passionne les Africains aujourd'hui. Alors lui, il se demande, il ne comprend pas toujours pourquoi on s'en prend au Covid-organisme. Est-ce que c'est parce que les malgaches n'ont pas assez de scientifiques ou il était trop tôt pour sortir un médicament contre le coronavirus? On ne peut pas dire qu'il était trop tôt pour sortir un médicament contre le coronavirus. On l'a dit, dans le développement des médicaments, il y a des normes en la matière. Il y a la période des essais cliniques, des essais précliniques, la période des essais cliniques également. Mais en matière d'urgence, on peut rendre tout ça à la célère. Donc, on peut brûler certaines étapes, mais en prenant en compte tout ce qu'on devrait faire. Donc, peut-être, on s'est dit, pour faire les essais cliniques, qu'on peut passer de 3 à 10 ans, mais je pense qu'en 6 mois, si les gens se consacrent vraiment, on peut faire des essais cliniques valides. Donc, c'est ce qu'on demande actuellement. C'est ce qu'on demande actuellement, que ce médicament malgache, je ne connais pas son nom. Covid Organics. Covid Organics, voilà, donc qui passionne vraiment les populations africaines, donc qui rentrent dans le moule également pour qu'on sache vraiment si... Vous ne connaissez pas le nom, ça veut dire que vous n'avez pas encore passé commande. Ouais, je crois que même le Madagascar, les scientifiques malgaches continuent par travailler sur ce médicament-là. Pour l'améliorer. Pour l'améliorer. Ce n'est pas que, dès qu'ils ont annoncé ce médicament, ils se sont arrêtés pour dire que les études sont en cours. Et vous allez voir que dans si peu de temps, vous allez voir aussi une forme améliorée peut-être. Beaucoup de choses qu'on va publier en matière de la lutte contre le Covid. Mais ce qui rend également le doute, comme vous l'avez dit, que c'est un médicament qui est à visée préventive et curatif en même temps. Bon, donc je pense qu'il faudra également démontrer pour pouvoir démontrer tout ceci. On va répondre ça vient du Bénin, 229 97 16 14 92, 229 97 16 14 92. Alors il vous dit bonjour. Lui, il se demande pourquoi les chercheurs africains ne peuvent pas se mettre ensemble, conjuguer leurs efforts pour trouver une solution à cette maladie. C'est vrai que pour le moment, chacun travaille de son côté. Non, en fait, sinon les chercheurs, je ne peux pas dire qu'ils ne conjuguent pas leurs efforts. Quand vous prenez au niveau de la sous-région, il y a des centres de recherche. Et ces centres de recherche, souvent, sont ouverts à d'autres. Parfois, ils font des coalitions pour pouvoir faire la recherche plus pointue. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, mais c'est que dire que sur le plan africain, un centre qui vraiment intègre tout le monde, ça, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Mais quand vous prenez les centres comme MRTC au Mali, il y a Miraz qui est au Burkina, c'est des centres qui travaillent avec les autres pays, avec pratiquement tous les pays de la sous-région. Docteur Tchaoubou Kalao. Docteur Kalao, oui. Non, je pense qu'il l'a dit. Il y a au niveau ouest africain, l'Organisation ouest africaine de la santé qui essaie également de fédérer les énergies. Donc à travers... Il y a eu une réunion de la CEDEAO la semaine dernière où les 15 chefs d'État, par visioconférence, ont réaffirmé la nécessité de travailler ensemble. Voilà. Donc je pense que dans le domaine de la médecine traditionnelle également, l'OMS est en train de travailler à réunir ensemble tous les chercheurs dans ce domaine au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'ils ont en ce sens un centre au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense que l'OMS appuie véritablement ce centre. Alors, 93 02 06 92, 93 02 06 92, c'est toujours sur le Madagascar et l'OMS là. Alors, le téléspectateur ne comprend pas pourquoi l'OMS, au lieu de pondre un communiqué pour dénoncer le Covid-19, non, je dis le Covid-19, le Covid-organisme ne récupère pas le remède, le retravaille, voit ce qui est mauvais, ce qui est amélioré
plutôt que de faire une publicité négative. Mais il ne peut pas le dire. Et puis l'OMS n'a jamais sorti un communiqué pour dire qu'ils sont contre le Covid organique. Oui, mais ils ont dit de faire attention, qu'ils n'approuvent pas ce médicament. Bon, ils ont dit de faire attention. Peut-être que parallèlement, soit ils ont mis un comité scientifique qui a travaillé là-dessus pour dire que ce médicament n'est pas bon, soit parallèlement, ils sont également en train de travailler là-dessus. Je n'ai pas d'informations factuelles sur le sujet. Le 91 62 16 67 91 62 16 67. Bonjour le plateau et merci pour l'émission. Jusqu'à quand va-t-on cesser de dire c'est trop tôt de dire que les produits africains guérissent pas le Covid-19? Pourquoi l'OMS ne récupère pas un échantillon, ce Covid-organisme, pour tester, confirmer l'efficacité de ce produit, au lieu de s'éterniser dans les discours de méfiance pendant que le monde s'effondre? N'est-ce pas là un orgueil scientifique? C'est M. Tagba Richard qui nous écrit depuis Cara. Ça rejoint un peu la question précédente. Hein? Oui, ça rejoint la question précédente. C'est vrai, c'est-à-dire que il faut que les gens comprennent que ce n'est pas qu'on ne considère pas ce que l'Afrique produit ou bien ce que l'Afrique fait. Ça, c'est pas le cas. Surtout que maintenant, nos dirigeants même ont pris à bras le corps tout ce que nos chercheurs, nos scientifiques sont en train de faire. Ça veut dire qu'on reconnaît. Ça veut dire qu'on reconnaît. Mais aujourd'hui, c'est que il y a des normes. Il y a des normes. Et c'est vrai, par rapport à ces normes, même les protocoles, en cas d'urgence, là, ces protocoles, il y a des protocoles révisés qui ne doivent pas respecter la durée d'une recherche comme cela se doit. Donc, aujourd'hui, l'épidémie, c'est depuis décembre qu'elle a commencé. Je crois que nous sommes arrivés au moment où vous allez voir les résultats vont commencer. Ça c'est pas sorti. 92 43 48 43 92 43 48 43. Combien de pays africains soutiennent-ils le remède malgache que docteur Kalao connaît pas très bien? En état d'urgence, est-on forcément tenu d'attendre l'accord de l'OMS pour utiliser un remède à une pandémie comme Covid-19, un remède qui n'est que le résultat d'une recherche clinique? Donc, je pense que les questions... Combien de pays soutiennent les questions se recoupent. Combien de pays soutiennent? Si vous ne connaissez pas le nom de... J'ai lu quand même sur les réseaux. Il y a le Sénégal, le Sénégal, la DRC, que les États-Unis ont envoyé de l'argent. On donne de l'argent pour soutenir la recherche. Mais ce n'est pas pour acquérir les médicaments, c'est pour soutenir la recherche. La recherche. Donc, personne ne sait si entre-temps, en dessous de table, si le remède n'est pas passé. Alors, le 94-41, c'est du Bénin, ça fait 229 donc. 229 94 41 18 44. Bonjour, je crois qu'il vaut mieux se baser sur nos médicaments africains et prendre soin de ces médicaments, les améliorer, que de toujours espérer les autres, surtout que beaucoup d'entre eux ont déjà fait leurs preuves. Docteur Achaoubo. Quand vous regardez les questions, c'est toujours... au risque de nous répéter avec les mêmes réponses, je crois que c'est les mêmes... les mêmes réponses qu'il faut donner à nos téléspectateurs. Alors, avant de répondre donc au téléspectateur suivant, je voudrais poser une question à Dr Achaoubo parce que nous sommes en période de carême. C'est le Ramadan chez vous notamment, particulièrement. Alors, quelles sont les mesures spécifiques de prévention en relation avec ce mois un peu compliqué chez vous? Ok, merci beaucoup. Je crois que le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Et je crois que tout musulman est tenu de le respecter, parce que si tu ne respectes pas un pilier, ça veut dire que tu n'es pas musulman. Mais dans le même contexte, quand tu es malade, tu n'es pas obligé de faire le jeûne. Et c'est une période particulière aussi, parce que c'est la période au cours de laquelle il y a des regroupements. Le regroupement, parce que avec le Ramadan, vous devez rompre le jeûne ensemble, vous devez faire des prières longues. Je parle
de Tarawih. Vous devez faire aussi des prières nocturnes, itikaf, tous les 10 derniers jours. Je crois que actuellement, il faut vraiment que les gens comprennent. Même quand l'épidémie a commencé à la Mecque, on avait fermé. On avait fermé la Kaaba parce que, bon, c'est un lieu aussi de regroupement de personnes. Cette fois-ci, avec le Ramadan, ce que nous voulons dire à la population, c'est d'éviter d'aller... D'abord, le gouvernement avait interdit les mosquées, c'est d'éviter d'aller prier en groupe, d'adopter les mesures barrières, telles que c'est recommandé, le lavage des mains, le port des bavettes, ainsi de suite. C'est de faire en sorte que les tapis, par exemple, qu'on utilise, il faut utiliser les tapis individuels. Ce n'est plus la peine de se retrouver pour manger. Chacun n'a qu'à manger. Chacun n'a qu'à prier chez lui à la maison. Avec les bavettes, si possible. C'est ça. Chacun n'a qu'à prier chez lui à la maison. Chacun n'a qu'à manger seul. Ça n'interdit pas. On n'a pas interdit de ne pas faire le jeûne. Tout le monde peut faire le jeûne. Mais il faut faire le jeûne dans le contexte de Covid-19, en respectant les mesures barrières. Vous voyez, ça dit que au lieu de se retrouver, manger ensemble, chacun peut manger à côté. Et puis, le lavage des mains doit vraiment être fréquent. La désinfection des lieux où vraiment souvent les gens utilisaient les tapis individuels, ainsi de suite. Donc, voilà les quelques mesures. Je voudrais poser une question de novice. Est-ce que le jeûne n'affaiblit pas le système immunitaire dans la mesure où vous renoncez à la nourriture pendant une longue période, au moment où on demande plutôt de stimuler le système immunitaire? Est-ce que l'organisme n'est pas faible et est-ce que ça ne vous rend pas vulnérable à d'éventuelles contaminations? Non, bon, au fait, on mange, mais c'est à des heures. Ça dit que vous mangez suffisamment le matin et suffisamment le soir. Et puis le soir, vous mangez. Ça dit que ce n'est pas que vous ne mangez pas. Mais maintenant, dans le contexte de Covid, il faut bien s'alimenter et puis boire beaucoup aussi par rapport au contexte de Covid. Sinon, ça n'affaiblit pas le système immunitaire en tant que tel. Justement, ça m'amène même à vous poser une question. Pourquoi vous ne mettez pas l'accent dans les mesures préventives de renforcer le système immunitaire? Il paraît que quand il est bon, ce système-là, le coronavirus n'est pas dangereux. Mais dans tout ce qu'on dit, c'est les mesures barrières, c'est chloroquine et consorts. Oui, bon, renforcer le système immunitaire. Je pense que déjà, si on n'a pas une maladie qui déprime l'immunité, et qu'on se nourrit bien, déjà, ça participe déjà au renforcement du système. Donc, il faut mettre le renforcement du système immunitaire dans la mesure barrière, non? Bon, le renforcement du système immunitaire, ça sous-entend déjà que, à la base, on fait déjà la promotion d'une alimentation équilibrée. C'est ça. À la base, avant le Covid, il faut que les gens puissent... Le système immunitaire, le renforcement du système immunitaire, c'est l'hygiène de vie. C'est ça. Si vous avez l'hygiène de vie bien, c'est que vous n'avez pas de problème par rapport à votre système. C'est quoi une hygiène de vie? L'hygiène de vie, bien, ça veut dire qu'on dit de ne pas, par exemple, boire l'alcool, de ne pas fumer, de ne pas dormir suffisamment, par exemple. Tout ça, là, c'est des hygiènes de manger bien. Boire de l'alcool, ça, c'est le courant. Ce n'est pas... L'alcool a ses effets négatifs. Beaucoup plus négatifs. Beaucoup plus négatifs que positif. C'est ça le problème. Ah bon? Ouais. Donc, tout ça, ça nuit au système immunitaire. Quel type d'alcool? N'importe quel alcool. L'alcool, le vin, alcool, c'est alcool. L'alcool, c'est alcool. Même fait le lit des maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques, donc qui dépriment l'immunité. Au contraire. Tout ça, c'est... Nous avons vu sur les réseaux sociaux qu'il y a certains herboristes qui conseillent à la population de prendre beaucoup d'alcool pour se prémunir contre la maladie. Je pense que c'est des fausses histoires. Il faut vraiment... Nous allons conclure cette émission. Il y a beaucoup d'autres questions encore auxquelles on n'a pas pu répondre. Merci en tout cas à tous les téléspectateurs qui ont participé à cette émission de façon très active. Peut-être le temps de dire un mot au 92 80 41 22, 92 80
41-22. Le message est très long. Il vous salue d'ailleurs. Shalom, il s'inscrit dans la théorie complotiste. Pour lui, c'est une maladie inventée par la technologie, une avancée aveugle technologique. C'est ça qui est à l'origine de la création de ce virus. Et pour lui, c'est venu de l'excédent. Et donc, comme eux, ils n'arrivent pas à trouver un remède approprié à la situation, c'est pour ça ils vont en dénigrant contre qui vient de l'Afrique. C'est sa position, le 92, 80, 41, 22. Sur l'origine du virus, est-ce que, en tant que scientifique, cette fois-là... Il y a beaucoup qui pensent que c'est une maladie qui a été créée. Ce n'est pas... Rien n'est créé. Oui, mais il y a un prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, qui a dit publiquement qu'il s'agit d'une manipulation de laboratoire. En fait, dès l'apparition de cette épidémie, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Même quand Luc Montagnier parle... Il faut prendre ce qu'il faut prendre et puis laisser ce qu'il faut laisser. Ça, c'est très important. Sinon, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, vous voyez, tant que l'homme va agresser la nature, on va vivre cette situation. C'est-à-dire que même dans l'avenir, on va, je ne le souhaite pas, vivre pire que ça. Donc, c'est nos comportements. Il faut un changement de comportement de tout le monde. Merci en tout cas pour votre participation à cette émission. Nous arrivons à la fin. Merci, Dr Kalao. J'aurai le plaisir de vous revoir. D'accord, au plaisir. Si vous nous donnez l'invitation, ça sera un plaisir pour nous. Merci. Docteur Tchaoubou. Merci pour l'invitation. Je crois que nous sommes là. Merci beaucoup. Nous sommes là pour informer, partager avec la population, sensibiliser sur les maladies. N'oubliez pas de nous inviter pour le jour de fête. On viendra avec bavette, bien entendu. Je ne manquerai pas, Et nous arrivons donc à la fin de cette première partie de New World Forum. On va marquer encore une pause pour une nouvelle édition de journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour le second panel. À tout de suite.